Merci à tous les trois. Céline Bertrand, nous allons donc commencer par parler d'espionnage. Bien sûr, vous êtes directrice générale de la sécurité intérieure depuis presque 1 an jour pour jour, quasiment un anniversaire, chargée de l'antiterrorisme et du contre-espionnage. Vous étiez précédemment directrice générale adjointe de la police nationale. Une année de grande intensité, marquée notamment par cette période olympique. On en a quelque peu parlé depuis ce matin. C'était vraiment un bel exemple du travail ensemble de beaucoup de services. Peut-être juste avant, rappelez-nous votre champ de compétences en matière de protection économique. Alors, la Direction générale de la sécurité intérieure a un champ de compétences qui l'inscrit dans le jeu des acteurs de la protection et de la sécurité économique en France, avec un enjeu qui est celui de se préserver des ingérences étrangères et de la manière dont elles peuvent venir perturber, déstabiliser, voler, puisqu'on parle d'espionnage, le patrimoine économique et scientifique français. Donc, à ce titre-là, il nous appartient de pouvoir nouer, mais peut-être y reviendra-t-on, des contacts, des interventions, des sensibilisations, mais aussi, une fois que la menace est identifiée, il nous revient de l'entraver, de manière à empêcher qu'une partie de notre patrimoine soit volée par des structures ou États qui ont intérêt à affaiblir notre pays. Alors, ces menaces, on en a évidemment beaucoup parlé depuis ce matin, mais vous, quel est votre regard sur l'intensité de ces menaces et peut-être un classement, une hiérarchie des menaces ou est-ce que non, il n'y en a pas justement de classement, tout est important? Alors, de fait, mais une fois que j'ai dit ça, on se confronte à des enjeux de réalité et de priorisation. L'enjeu pour nous, en matière de protection et de contre-ingérence économique, il est d'abord d'essayer d'identifier au mieux les cibles potentielles. Donc, de connaître nos enjeux stratégiques qui méritent plus que d'autres d'être protégés. Non pas parce que toutes ne méritent pas d'être protégées, mais parce que dans des enjeux de priorité, il nous faut procéder ainsi. Ensuite, de pouvoir identifier la nature des technologies, des savoir-faire qui regardent leur position stratégique, de leur importance dans la chaîne de valeur, les enjeux de rupture potentielle pour le schéma économique français ou encore pour préserver la souveraineté de la France mérite d'être protégée. Donc ça, on a un enjeu à connaître les cibles et ensuite on a un enjeu à connaître les porteurs de menaces, qu'il s'agisse des pays, qu'il s'agisse des vecteurs, de manière à pouvoir couvrir ces deux champs en même temps. Sur les menaces sociétales, c'est le thème de notre table ronde. Sur ce champ-là, quelles sont les typologies de menaces? Comment vous les percevez, ces menaces sociétales? Alors, les menaces sociétales, elles ne vont pas être couvertes au titre, même si elles peuvent être instrumentalisées, mais elles ne vont pas être couvertes nécessairement au titre des ingérences étrangères, parce qu'elles ne sont pas forcément portées par un acteur étatique ou un service de renseignement étranger. Elles peuvent être portées par des organisations, qui peuvent être des organisations totalement françaises, voire pas nécessairement très structurées. Et elles se réalisent, et ce sont des cibles qui peuvent toucher une partie des acteurs présents ici. Et mon voisin sait ce qu'il en est. Elles peuvent viser une partie des entreprises présentes ici pour ce qu'elles représentent, en rupture avec les valeurs de cette menace sociétale, qui peut être une menace portée par des groupes qui ont des valeurs, qui sont jugés comme contraires avec le modèle du capital, avec le modèle économique, avec le modèle, je vais utiliser des mots un peu provocateurs, mais c'est à dessein, le modèle militariste, le modèle extractiviste, tout ce qui contribue à venir un peu en rupture et qui fait que les entreprises peuvent être ciblées par ces porteurs de menaces. Et quand vous dites les entreprises, alors il y avait évidemment des grands groupes comme Total, mais aussi tout type d'entreprises aujourd'hui? Les entreprises qui symbolisent le pouvoir, les entreprises qui symbolisent le capital, des entreprises qui sont engagées dans des natures d'activités qui sont très liées à des sujets sociétaux très mobilisateurs aujourd'hui. Clairement, la guerre, l'exploitation des ressources naturelles font partie des priorités, des cibles. En tout cas, c'est celles dont on observe à quel point elles peuvent être visées. Ça peut être aussi les entreprises en charge des travaux publics qui soutiennent des grands projets. Ça peut être aussi la SNCF, clairement. On se souvient tous du 26 juillet dernier. Voilà, tout ce qui couvre des champs qui peuvent être des champs d'activité qui sont porteurs de symboles et qui peuvent être perturbés par des actions hostiles du type de celles qui sont conduites par certaines mouvances. Alors, nous reviendrons dans un second temps sur le retour d'expérience des Jeux Olympiques, extrêmement
très riche d'enseignements. Denis Favier, vous êtes depuis 2016 directeur sûreté de Total Energy. Vous avez des 35 ans en gendarmerie, directeur général de la gendarmerie nationale, 2 fois la tête du GIGN. Vous avez notamment obtenu la libération des otages de l'Airbus pour les plus jeunes d'entre vous, ici, j'allais dire d'entre nous, non, ça y est, c'est fini pour moi, dans le Marignane en 1994, oui, j'étais devant ma télé, et vous avez réorganisé l'unité d'élite entre 2007 et 2011. Quelles sont, comment vous percevez ces menaces aujourd'hui dans toute cette, avec votre regard sur ces années? Je crois que Céline l'a indiqué clairement. Je suis dans une entreprise qui travaille dans le domaine de l'énergie depuis maintenant 8 ans. Matière sensible, capital, autorité, pouvoir. Donc on focalise aujourd'hui dans cette entreprise toute une montée en puissance de mouvements contestataires. Nous sommes face à des mouvements activistes qui viennent contester tout ce que fait l'entreprise en termes de transition énergétique et qui nous mettent dans des positions difficiles. Aujourd'hui, une entreprise comme Total Energy est dans l'incapacité d'organiser, dans des conditions normales, une assemblée générale. Et je veux dire par là que le rôle du directeur sûreté, mais c'est valable chez Total comme dans d'autres entreprises, est aujourd'hui totalement différent par rapport à ce que j'ai connu il y a 8 ans. On est face aujourd'hui à des enjeux qui sont des enjeux vraiment perturbants, qui viennent perturber la vie quotidienne de l'entreprise, mais pas uniquement, qui viennent perturber tous les investissements et qui viennent perturber tous les grands projets qu'une entreprise comme la nôtre pourrait développer. Et ces grands projets, ils touchent notre entreprise, mais ils touchent l'alimentation en énergie de notre pays, de l'Europe. Donc ce sont là des questions de souveraineté qui se posent et auxquelles les entreprises sont maintenant confrontées, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ça, c'est en France et aussi à l'étranger. Mais pas uniquement. Ouais. On le mesure en France avec des groupes qui sont bien sûr de portée nationale, mais il y a aussi des groupes qui sont de portée internationale, des groupes comme Greenpeace, Extinction Rebellion, qui viennent frapper en direct nos intérêts sur le territoire national, mais pas uniquement. On travaille sur des projets en Afrique qui sont contestés très très fortement par toute cette mouvance qui est plutôt internationale. On n'arrive pas à notre niveau à déceler la présence d'États, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des États derrière qui en sous-main mettent en mouvement quelques groupes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement perturbant et ça nécessite une façon d'appréhender les choses totalement différente par rapport à ce qu'on faisait il y a encore quelques années. Il y a vraiment une radicalisation, vous sentez une intensité dans la violence? Il y a beaucoup de violence et beaucoup de radicalisation dans les procédés, dans les modes d'action. L'Assemblée générale que l'on organise chaque année, comme toutes les entreprises, c'est une opération maintenant de nature militaire. C'est-à-dire, alors décrivez-nous. 250 personnes qui vont arriver, qui sont masquées, qui vont arriver avec des baramines, des marteaux, des pics, et qui vont casser les vitres pour rentrer. Et quand ils rentrent, ils veulent s'emparer de vive force de la parole pour faire en sorte que l'Assemblée générale ne se tienne pas. Et donc on est face à l'expression de modes opératoires qui sont extrêmement violents et contre lesquels on n'a pas forcément le cadre réglementaire adapté. C'est un sujet pour nous qui est un sujet vraiment important. Oui, on reviendra sur vos attentes. Il y a également les menaces terroristes. Oui, alors ça, je dirais que c'est plus classique. Dans les missions des directeurs sûreté de tout temps, on a eu à prendre en compte ce risque-là. Quand je suis arrivé chez Total, on était déjà exposé à la crise terroriste en Nigeria, en Angola, en Algérie. Aujourd'hui, c'est une crise terroriste qui s'accentue, qui est d'une autre nature. Sur un projet important que nous développons au Mozambique, à la frontière tanzanienne, eh bien, nous avons fait face à une incursion terroriste d'une très grande envergure qui nous a obligés à quitter de nuit par bateau un site sur lequel nous étions implantés. Et c'était il y a 3 ans, et nous y sommes toujours pas revenus parce que nous sommes face à une menace qui dépasse l'entendement et qu'on n'est pas capable de juguler avec nos moyens propres, évidemment. Le transport de l'énergie se trouve également au centre de certains conflits. Oui, en fait, moi je me rends compte aussi avec le recul que les questions énergétiques sont au cœur de toute la géopolitique. Elles commandent tout, les questions de l'énergie. Quand vous avez une crise comme on a aujourd'hui avec les Houthis au Yémen qui lancent des missiles sur les bateaux qui rentrent dans le canal de Suez, naturellement, vous ne passez plus par le canal de Suez. Ça veut dire que le transit maritime énergétique, il passe par le sud de l'Afrique, et ça augmente les délais de transport de 14 jours. Donc il y a des incidences qui sont considérables, sans parler de la crise au Moyen-Orient, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec pour nous un projet qui est à la frontière entre l'Irak et l'Iran, et qui nous met aujourd'hui en grande difficulté, parce que nos équipes voient passer les missiles iraniens quand ils vont frapper en Israël. Donc on est vraiment au cœur de sujets qui sont très très sensibles.
Voilà, pour ces enjeux, on reviendra sur comment faire et comment faire face effectivement à ces enjeux et aux menaces sociétales en particulier. Dominique Régnier, donc vous êtes professeur des universités à Sciences Po sur les questions d'identité européenne, de raison d'État et agrégé de sciences politiques, et vos travaux portent sur les transformations du pouvoir politique, l'opinion publique et ses manifestations. Bref, vous êtes vraiment au cœur de l'ensemble de ces sujets et c'est vous qui êtes à l'origine du concept de populisme patrimonial. Effectivement. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique Fondapol. Alors, quel est votre regard, vous, sur cette montée en puissance des menaces sociétales? Mais est-ce qu'elles augmentent vraiment ces menaces et quelle forme prennent-elles aujourd'hui? Je voudrais dire deux choses rapides de manière liminaire. La première va vous faire sourire, elle est sérieuse. La seconde ne vous fera pas sourire, elle est également sérieuse. La première, c'est que la Fondapol repose sur le don. On a une ressource publique par subvention, on a une ressource privée par don individuel et d'entreprise. J'ai un budget d'1 300 000 €. Mais comme on en parlait ce matin, L214, que vous connaissez peut-être, a un budget de 10 millions d'euros. Ils ont 100 salariés, j'en ai 3. Ils ont 345 entreprises qui les financent. C'est sur leur site. Et je vis tout le temps cette incroyable asymétrie d'une préoccupation pour la compréhension des menaces, des formes d'agression de toutes sortes. On a travaillé sur les zadistes, sur l'écoterrorisme, sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche, sur les animalistes, etc. Enfin, on fait l'inventaire de toutes ces formes d'agression. On s'est même spécialisé dans un domaine dont nous sommes apparemment officiellement les seuls au monde à le faire de façon détaillée, ce qui est une anomalie absolue. C'est la quantification du terrorisme islamiste pays par pays, groupe par groupe. Depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, on a remonté le temps puisque la Fondapol n'existe pas en 1979. Et on a publié cette année la 4e édition de notre mesure. D'ailleurs, nous publions en anglais et en arabe, comme beaucoup de nos travaux. Et au fond, du point de vue de mon activité de think tank, et même d'universitaire en sciences sociales, je me trouve souvent au milieu de peu de monde et avec finalement peu de concurrents, alors qu'il devrait y avoir une affluence pour essayer de mesurer tout cela et de l'énoncer. Et je sais une des raisons, c'est qu'il n'est pas aisé pour un universitaire dans l'espace public de parler de ces choses-là. Il y a une espèce de coût initial qui fait que ce ne sont pas des sujets agréables à aborder et vous êtes souvent en contre-pied de l'univers en particulier le mien dans lequel vous êtes professionnellement, les sciences politiques, les sciences sociales, qui a plutôt une approche positive, empathique pour beaucoup de sujets. Pourquoi pas? C'est sur les méthodes, ça pose problème. Et donc, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire, d'un côté, nous mesurons et nous documentons sans cesse cette violence, ces formes d'agressions qui sont commentées depuis ce matin et qui sont documentées quand même par d'autres institutions plus puissantes, mais que moi, je mets à la disposition du public. C'est peut-être ça qui me caractérise, mais sans voir croître les forces du monde universitaire, ou alors on ne les voit pas toutes, c'est possible, et pas non plus les think tanks qui s'en occupent. Mais alors de quoi elles sont le symptôme, ces menaces et ces groupes activistes? Je voudrais faire une hypothèse lourde, qui est que d'une certaine façon, nous sommes en train de voir advenir une société, si on la définit comme l'ensemble des gouvernés, une société qui est en train de devenir la menace sociétale de l'État. Des changements profonds, extrêmement lents mais très, très puissants, que je considère comme irréversibles, et qui font que c'est le système psychosocial qui est touché, c'est-à-dire que nous avons de moins en moins la possibilité de prendre appui quand nous pensons en termes de sécurité et d'ordre public. Nous ne pouvons pas, et c'est la première génération à vivre cela,
prendre appui sur ce que la société génère naturellement, comme ce que j'appelle l'architecture invisible de l'ordre, de la loyauté, de la sécurité, tout ce qui passe par ce qu'on appelle la socialisation, dont les véhicules sont la famille, l'école, le travail, la nation à laquelle on appartient, l'époque dans laquelle nous sommes, et qui fait que nous devenons membres d'une communauté à laquelle nous allons être loyaux, pour laquelle nous allons éprouver de l'affection, que nous aimerons aider, que nous souffrirons de la voir malheureuse ou en difficulté. Tout ceci qui a été tellement utile depuis toujours dans le gouvernement des cités, et je crois en train de se défaire par des effets, par des causes extrêmement puissantes que nous vivons tous. Je dirais une espèce de fragmentation culturelle de nos sociétés. Je ne pense pas d'ailleurs seulement à ce qu'on appelle le multiculturalisme, qui en est une des dimensions, mais une sorte de désocialisation constante, notamment à travers l'espace numérique, qui désocialise, resocialise brièvement, désocialise à nouveau, déstructure, nous inscrit les individus dans des systèmes de loyauté qui sont concurrents, qui sont déterritorialisés, transnationaux, et qui sont très puissants. Comme vous le savez, beaucoup des jeunes gens aujourd'hui passent, vous le savez, plus de temps, beaucoup de nos jeunes gens passent plus de temps sur les réseaux qu'en famille ou à l'école. Aux États-Unis, il y a 48%, alors 48%, c'est la moitié, il y a 48% des jeunes qui répondent à la question « Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux ?» À peu près tout le temps. Voilà. C'est une bonne partie de la nuit aussi. Donc, évidemment, j'avais vécu ça. Donc, on ne sait pas les conséquences sur les systèmes sociétaux. Alors là, on pourrait rajouter, je ne vais pas le faire, là aussi, tout le monde a ça à l'esprit, mais le rôle de TikTok dans ce contexte est absolument dévastateur. L'ensemble des réseaux sociaux, X, etc., mais tu as aussi, enfin, tous ces systèmes-là deviennent les principaux, je dirais, producteurs de nos générations. Et j'ajouterai d'ailleurs à ce sujet, parce que c'est des choses qui ont été dites au cours de la journée, il est piquant, tragique, en fait, de voir notre hypersensibilité à un dispositif constitutionnel, l'article 49.3, et notre insensibilité absolue au fait que ce sont des entreprises étrangères qui règlent l'affect, la conscience, la connaissance des jeunes générations. Et comment est-ce que l'on passe de ces pertes de valeurs, de repères, de cadres qui effectivement nous ont structurés pendant des siècles à cette radicalisation, à ces groupes? Est-ce que c'est justement une recherche de nouvelles disciplines, de nouvelles adhésions? Enfin, comment vous l'expliquez? Alors, j'ai une explication qui va vous apparaître comme pauvre, mais je la crois forte, et c'est sans doute pas la seule. Ça sont des grandes questions très compliquées, naturellement, je suis cavalier, pardonnez-moi, mais nous ne savons pas dire quelle est notre cause. Quel est notre horizon désiré? Nous ne savons pas le dire collectivement. Nous pouvons dire que nous souhaitons, et je ne dis pas ça de manière ironique, plus de pouvoir d'achat. On peut dire que l'on peut sauver la planète, mais c'est déjà une espèce de... le champ est si large que beaucoup ne s'y retrouvent pas, naturellement, et peuvent se rétracter, au contraire, sur un communautarisme hyper individualiste ou bien une communauté très singulière. Et c'est rarement à l'échelle de la communauté nationale que ça s'arrête ou que ça se reconnaît. Moi, je me souviens du débat qu'il y avait eu dans les années passées, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'être français? Et moi, je me disais, en écoutant, ce qui n'était pas vraiment un débat d'ailleurs, mais je me disais, la vraie réponse, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et j'en profite de dire, ça c'est mon côté prof, mais je le dis, c'est pour ça que le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, n'est pas celui dont on parle. Il n'a jamais dit que c'était la fin de l'histoire. Il a dit que nous n'étions plus capables désormais de dire quel collectif, quel futur nous désirions. Et ça reste vrai, ça. Et sans ça,
On ne peut pas empêcher. Les jeunes gens, et puis parfois, ce n'est pas les plus jeunes, tout le monde, enfin, il y a une demande aujourd'hui d'inscription dans une cause collective. On ne répond pas, on ne sait pas répondre, on n'y arrive pas. Et donc, les individus ne font pas leur deuil de la cause. Ils la trouvent, ils se l'inventent, ils adhèrent à autre chose. On ne peut pas non plus, de ce point de vue-là, les accabler pour cela. Mais simplement, ça ne fait plus système avec nos catégories classiques qui sont nées, je m'arrête là, mais qui sont nées dans une époque où il y avait effectivement un État, un territoire, et pour aller vite, une nation, qui pouvaient ensemble faire système. Alors quand c'est passé, c'est passé. Hein. C'est pas la peine de trouver d'autres solutions ou essayer d'imaginer des réponses, mais c'est un monde-là qui a été complètement dépassé. Et je me demande si le problème que nous devons évoquer, c'est la possibilité que les menaces sociétales, ça signifie que la société est en train de devenir hostile à l'institution qui la régule. Merci beaucoup, Céline Berthon. Je vous voyais. Est-ce que vous acquiesciez ou est-ce que vous inspire avant de parler des Jeux Olympiques Non, mais je me demandais comment j'allais faire la liaison entre ce que vient de développer et mon prochain sujet. Là, on va revenir sur quelque chose de très concret et on reviendra après sur cette perte de sens éventuellement, mais sur les Jeux Olympiques de Paris, quelque chose qui nous a unis et qui nous a peut-être donné un sens pendant quelques mois. Voilà le sujet, c'est ça. Il y a eu une allégresse à Paris quand même, que tout le monde a été tenté de dire ça y est, on a tous un sens commun, ces Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça comme transition, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, vous, qu'avez-vous mis en place pour sensibiliser, alors là, on va revenir au pragmatisme, des entreprises concernées par ces risques pendant les Jeux Olympiques. Avant, d'ailleurs. Mais j'aurais choisi la même liaison pour évoquer les sujets fédérateurs. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques nous ont beaucoup occupés, nous, comme une grande partie de l'État et probablement une partie des gens qui sont dans la salle. Ça a été évidemment un magnifique succès sportif, un beau succès sécuritaire, mais envisager ce succès, ça supposait de considérer les Jeux Olympiques comme ce que c'était pour nous, c'est-à-dire aussi une occasion de tous les dangers. Et pour reprendre un exemple qui parlera aux plus jeunes d'entre nous, quand nous allions en boîte de nuit et qu'il y avait des boules à multifacettes affichées, je sais que ça vous plaît celle-ci en général, il y avait plein de petits miroirs et pour nous c'était ce que reflétaient les Jeux Olympiques, c'est-à-dire un risque de menace qui pouvait provenir de plein de facettes différentes. On a évoqué l'enjeu terroriste, c'était un risque terroriste. On a évoqué l'enjeu d'ingérence, ça pouvait être une d'occasion d'ingérence. Des occasions de manipulation de l'information, des occasions d'action de déstabilisation et puis aussi des occasions d'action cyber. Tout un tas de sujets qui rentrent dans nos domaines de compétences au titre du contre-terrorisme, du contre-espionnage, de la protection contre les ingérences économiques ou encore de la contribution à la politique de cyberdéfense. L'enjeu, il était donc pour nous d'identifier tous les risques d'action qui pouvaient être conduits par des acteurs hostiles à la France et de limiter leur champ d'opportunité de réalisation de la menace. Ça supposait, et c'est ce que nous avons mis en place, et ce qui a été mis en place d'ailleurs bien en amont des Jeux Olympiques, d'identifier le maximum d'acteurs possibles, publics et privés, contribuant de près ou de loin à la réalisation des Jeux Olympiques. Et ce faisant, de conduire des campagnes de sensibilisation intenses, en allant voir tous les acteurs concernés. Toute la chaîne. Toute la chaîne, pour que on ne protège pas simplement que le dernier kilomètre, mais qu'on s'assure que la totalité de la chaîne soit couverte, qu'on soit sur des petits ou des plus gros acteurs. On avait identifié évidemment tout un tas d'enjeux majeurs. Les Jeux Olympiques étaient un événement retransmis en audiovision dans le monde entier. Si on avait eu des coupures des moyens de communication, des moyens de retransmission, de fait, ça faisait tomber la fête. Si on avait des problématiques cyber, si on avait des problématiques de transport, si on avait des problématiques sur les flux de la Seine, enfin, tout devait être pris en compte. Et ça a été une opportunité pour la Direction générale de la sécurité intérieure de pouvoir développer ce qu'elle fait déjà naturellement, c'est-à-dire son contact de couverture dans les entreprises qui sont son champ traditionnel d'activité, de sensibiliser aux risques, d'aider à l'identification des vulnérabilités, de permettre, ce faisant, la montée en puissance de la résilience de chacun et de contribuer à récupérer des signalements qui nous ont permis d'ouvrir des enquêtes en renseignement et de caractériser d'ailleurs des ingérences. Et ce faisant aussi d'enrichir notre carnet de contacts, si vous me passez l'expression,
autant d'investissements et de formes d'héritage qui ont contribué pour nous à une résilience plus forte de l'ensemble de la chaîne, petits et grands, et ce faisant, nous permettront, je pense, de continuer à déployer d'autant plus efficacement notre activité, parce que ces Jeux Olympiques et le moment où ils sont survenus ont aussi coïncidé, ça a été dit tout à l'heure par Stéphane Bouillon, avec un moment où le monde s'est durci, le jeu des acteurs s'est durci, et donc tout ce que nous avons mis en œuvre à cette occasion aura vocation à se poursuivre et à continuer à se développer dans une société, dans un monde économique qui, je crois, est plus conscientisé que jamais sur l'ampleur des risques, la confrontation avec les États. Et ça, c'était même avant un certain nombre de chocs politiques ou géopolitiques que nous avons vécu depuis cet été. Geoffroy Roux de Bézieux, ce matin, parlait des parano et des naïfs. Donc là, on est monté en puissance là, sur la culture des... Geoffroy Roux de Bézieux dirait il faut choisir entre Choose France et Protect France. On se situe au milieu sur ce chemin de crête, mais on peut y arriver. Voilà, on reviendra peut-être s'il y a des questions sur l'héritage de ces jeux en matière de sensibilisation. Denis Favier, quelles mesures prenez-vous alors très concrètement pour anticiper, pour faire face à ces menaces sociétales, à ces risques? D'abord, une anecdote pour faire la transition entre ce qui a été dit précédemment, évolution sociétale, Jeux Olympiques, entreprise. C'est le sujet un peu de notre table ronde. Sur les Jeux Olympiques, pour vous dire jusqu'où va aujourd'hui la pression qu'on peut encaisser. Total Energy veut s'engager pour participer aux Jeux et offre 100 millions d'euros au comité d'organisation. Sous la pression, cette somme elle est refusée au prétexte qu'il faut des Jeux Olympiques propres. Et on en est là. C'est terrible, alors que c'était un projet collectif, national, qui aurait pu rassembler, qui a rassemblé, mais qui aurait pu rassembler de manière encore plus large encore. Et donc, on a été obligé de reculer et de refuser. Notre-Dame de Paris a tiré bénéfice pour Seigneur de cet abondement, puisque tout a été mis sur la réflexion de Notre-Dame. Mais oui, on en est là au niveau de l'entreprise. Un succès. Oui, absolument. Okay. Succès. Alors, pour répondre à votre question, oui, nous, on intègre bien sûr ces menaces. Pour reprendre cet exemple de l'Assemblée Générale qui peut être un fil directeur pour nous, ça nous conduit à prendre des mesures de précaution qui sont hors normes par rapport aux enjeux réels. On est obligé de bâtir une opération de nature quasiment militaire, avec un travail de planification, un travail de recueil de renseignements, l'installation de dispositifs policiers sans force régalienne d'État. On ne peut plus aujourd'hui conduire une Assemblée Générale, ce qui est totalement anormal dans un pays comme le nôtre. Ensuite, en conduite, il faut installer un PC de crise qui est un PC opérationnel qui ressemble de très près à ceux que j'ai connus dans ma vie d'avant. Et donc, on est sur une opération de nature militaire pour une manifestation à enjeu nul. Une Assemblée Générale, ça ne sert à rien puisque les grands votes sont déjà acquis avant, les gros investisseurs ont voté avant. Et donc, on est dans... Vous avez dû vénérer la période Covid avec les Assemblées Générales à distance. Oui, alors ça, justement, on l'évoquera peut-être tout à l'heure. Le problème qu'on mène, Dominique Rélier a évoqué la notion d'asymétrie. C'est exactement ça. On est dans une logique de combat asymétrique. On mène un combat avec des moyens qui sont encadrés par la loi et par le règlement, mais qui sont pas du tout adaptés à l'évolution de la menace. Aujourd'hui, en effet, il faudrait conduire des assemblées générales à distance, mais la loi l'interdit au titre de la participation de l'actionnariat populaire à la conduite générale des entreprises. Et donc c'est ça qu'il faudrait faire. Et donc on a toujours un temps de retard et on est dans une logique de combat effectivement asymétrique. Et ça c'est un problème pour nous qui est un problème important qu'on pourra détailler peut-être tout à l'heure, mais on a aussi d'autres points qui touchent au règlement et à la loi qu'il faudrait faire évoluer. Par exemple, alors sur des mesures de protection que vous avez sur des sites en Afrique notamment, que vous ne pouvez pas avoir en France. Sur les champs français, pendant des années, on a eu des intrusions dans les centrales nucléaires. Et quand j'étais directeur général de la gendarmerie, je me souviens à une époque, toutes les nuits, on rentrait des groupes d'activistes sur des centrales nucléaires. On est parvenu, après 20 ans d'efforts, à durcir les incriminations pénales. C'est-à-dire qu'on rentre dans une centrale nucléaire, c'est désormais une infraction grave, on est puni de peine d'emprisonnement. Résultat, plus personne ne rentre sur les centrales. Ça a eu un effet. Ça marche, mais on a d'autres sites que les centrales nucléaires en France. On a les raffineries, on a des points d'importance vitale, on a des sites Céveso qui ne bénéficient pas des mêmes incriminations. Et donc, il faudrait durcir notre dispositif pénal pour pouvoir justement prendre la main et inverser la contestation. Alors, ça, c'est l'exemple national. Si vous souhaitez, parce que vous m'avez demandé un exemple à l'international, au Mozambique, je suis capable de faire du contrôle d'accès par biométrie à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique. Dans un endroit isolé totalement, on fait du contrôle d'accès par biométrie avec des empreintes palmaires. Et l'ensemble... Pour prévenir les risques du terrorisme. Oui, ça permet
faire en sorte qu'il n'y ait pas de terroristes qui rentrent sur notre site. C'est ce qu'on essaye, en fin de compte. Mais quand on essaye d'installer ce système de contrôle par biométrie en France, on nous dit, mais vous n'y pensez pas, atteinte aux libertés individuelles, la CNIL vous l'interdit. Et donc, ça nous ramène à cette question des normes et de l'asymétrie de notre dispositif. On est vraiment en grande difficulté par rapport à tout ceci, quoi. Donc, il y a effectivement une réglementation qui doit évoluer pour prévenir ces risques. Le renforcement aussi des mécanismes de coopération entre les pays, ça aussi, pour partager les expériences. Oui, beaucoup d'échanges entre pays, beaucoup de coopération en bilatéral et même parfois en trilatéral. On est obligé parfois de demander à des pays tiers de venir nous aider parce que le pays d'accueil n'est pas capable de conduire une politique de défense sérieuse. C'est le cas au Mozambique où on travaille avec le Rwanda qui va aider les Mozambicains à protéger le site sur lequel on opère. Et donc on a parfois des manœuvres un peu complexes à monter qu'on ne peut pas monter sans soutien de l'État. Le soutien de l'État est essentiel pour l'épanouissement, bien sûr, des entreprises. La DGSI, que propose-t-elle aux entreprises stratégiques à risque? Est-ce qu'il y a des mises en place particulières? Alors, la DG, je n'interviendrai pas sur le sujet tenant à ce qui se passe à l'étranger, parce que de fait, nous n'avons pas de champ de compétences, nous couvrons le territoire national. J'ai évoqué tout à l'heure l'enjeu pour nous d'entretenir ce contact avec ces entreprises qualifiées de stratégiques au regard d'un certain nombre de critères, tenant une fois encore à la technologie détenue, à la place dans une chaîne de valeur et un enjeu de résilience de l'économie en cas de perte pour la France de cette capacité ou de savoir-faire qui sont déterminants pour la souveraineté de la France. L'enjeu que nous avons, c'est d'être en mesure, via ces contacts, de pouvoir sensibiliser à la nature des risques. Le premier enjeu, c'est celui-ci. Pour qu'une entreprise puisse se protéger, il faut qu'elle puisse connaître ses propres vulnérabilités, quelle qu'en soit la nature, qui peuvent être des vulnérabilités d'ordre physique, bâtimentaire, et on est conduit à pouvoir fournir des prestations dans ce cadre-là pour aider, dans le cadre d'audit, à l'identification des vulnérabilités et conseiller les entreprises dans l'adaptation des dispositifs. Mais ça ne s'arrête pas à cette logique-là. Ça peut être aussi l'identification des vecteurs et des vulnérabilités par lesquelles une entreprise peut être approchée. Ça peut passer par des schémas de débauchage de savoir-faire et de talent, les enjeux des protections des données numériques. Vous évoquiez les assemblées générales en visio de manière numérique, mais imaginez les opportunités que ça représente en termes d'espionnage. Mais ça, les sociétés en ont conscience. La manière dont tous les systèmes d'information sont des opportunités d'espionnage invisibles, soit pour capter furtivement de l'information, soit pour avoir accès à des données qui autorisent ensuite d'autres types d'approches, par exemple physiques, sur des responsables de société. Ce sont des cas que nous rencontrons de manière régulière. Des enjeux aussi, nous faisons des conférences de sensibilisation sur différents sujets qui peuvent intéresser les entreprises. Et nous essayons, dans le cadre aussi de ces contacts, de détecter tous les signalements d'intérêt qui nous permettent d'intervenir en logique de détection et en logique d'entrave quand des actions hostiles sont conduites. Vous me l'avez demandé tout à l'heure, je voulais revenir avec mes lunettes, parce que je ne vois plus sans elles. La boule à multifacette est très loin. Les modes opératoires essentiels qu'on relève et qui restent assez constants année après année, ce sont d'abord les atteintes et les menaces capitalistiques et associées. Donc la pression sur les actionnaires, la manipulation du cours de bourse, les prises de participation non sollicitées, du transfert forcé de ressources financières ou de technologies, les atteintes et menaces humaines, donc qui peuvent passer par des négligences de salariés, tout l'enjeu de la sensibilisation par des cas individuels de manière à ce que ça rentre dans la culture des entreprises, des recrutements de sources, il y a de l'espionnage, des débauchages de cadres, je l'ai évoqué, les atteintes et menaces cyber, qui sont évidemment un défi majeur, qu'il s'agisse de cyberattaques qui visent à neutraliser les systèmes des sociétés ou des captations de communication invisibles mais qui de fait font que les entreprises sont victimes d'espionnage. Les atteintes et les menaces physiques qui ne vont pas nécessairement aller jusqu'à la menace humaine mais qui peuvent passer par des intrusions, par du sabotage de l'infrastructure essentielle, du vol de matériel, du recueil de documentation confidentielle. Vous pouvez donc dans ce cadre-là être la cible d'espionnage. Des sujets qui sont dimensionnants et qui sont complexes à prendre en compte et qui peuvent être très instrumentalisés, et notamment à l'étranger, les atteintes et les menaces juridiques avec l'instrumentalisation du droit, et notamment par des États qui utilisent des mesures à portée extraterritoriale
Et il y a quelques gros acteurs qui sont très bien placés sur ce sujet et qui le manœuvrent très habilement. Le détournement d'audit de conformité, les atteintes à la propriété intellectuelle, les manipulations des instances de normalisation, ça c'est un phénomène qui monte beaucoup en puissance, notamment sous l'effet d'un très grand État que je ne cite pas, je pense que vous l'aurez reconnu. Et enfin, le dernier sujet, et ça rejoindra notamment une partie de ce qu'évoquait Denis, c'est les atteintes et les menaces réputationnelles, qui passent aussi par ces logiques de dénigrement, de désinformation, de mise en cause de la responsabilité sociale et environnementale. Et c'est là que se rejoignent des choses qui peuvent être portées par des États, mais des sujets qui peuvent être aussi portés par des mouvances contestataires. Oui, qui peuvent être instrumentalisés par ces États. Alors, dans ce contexte, Dominique Régnier, quelles sont les options pour les sociétés pour faire face? Alors, il y a se défendre, anticiper. Comment vous voyez les choses? Alors, de mon point de vue, j'ai identifié 4 réponses d'adaptation possibles. C'est toujours des questions très compliquées, encore une fois, hein, mais je pense qu'elles sont toutes les 4 à l'œuvre. Et que l'une va dominer, et je ne sais pas laquelle. Probablement pas la première. La première, c'est la régénération du paradigme que nous sommes en train de voir s'épuiser, la socialisation classique, je dirais, qui faisait tenir un corps social dans les valeurs et la loyauté. On voit ça, c'est une espèce, je dirais, de contre-révolution qui est parfois souhaitée par certains, rêvée comme une possibilité de restaurer ce qui a été perdu. La deuxième option, c'est l'apparition d'une socialisation nouvelle, alternative, avec un référent différent. C'est aussi quelque chose que l'on voit à l'œuvre, et pour moi, c'est le référent religieux qui joue un rôle important dans ce cadre-là. Troisième option, c'est une évolution vers un régime autoritaire, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait enclenché, désiré parfois, etc. Et puis la dernière option, c'est le problème du régime autoritaire dans notre société, c'est que l'autorité, et c'est une autorité qui se voit et qui suscite des réactions. Certains la fantasment, mais beaucoup s'y opposent. Par contre, dès que l'autorité devient une architecture invisible, elle est davantage acceptée, si j'ai pu dire, elle n'est pas vue, donc elle est plus efficace. Et c'est, je dirais, l'évolution vers un système de surveillance vidéo, intelligence artificielle, voilà, toute une série d'outils nouveaux, biométrie, toute une série d'outils nouveaux qui permettraient à une société qui ne fait plus corps d'être tenue en discipline par des systèmes de surveillance et, au fond, d'autorité qui réguleraient de façon ferme la société qui ne sait plus se tenir, en quelque sorte. Merci pour cet avenir. Alors, il y a des questions pour vous. Juste, j'en embarque une. Dominique Régnier, vous n'êtes pas dans le discours unique et vous le revendiquez. Pouvez-vous enseigner à Sciences Po sans être chahuté comme Total Energy lors de son AG? Et si oui, quel est votre secret? Alors, moi, ça se passe très bien avec mes étudiants. Ça ne s'est pas très bien passé l'année dernière, en raison de l'agitation qu'il y a eu à Sciences Po, qui ne m'a pas épargné. J'ai été la proie d'un mouvement qui s'est fixé sur moi, auquel j'ai résisté, je dois dire, sans l'appui de la direction, qui a changé maintenant. Donc, qui a changé, et je m'en réjouis. J'étais bien seul pour me débrouiller. Et c'est... Mais ce que je vois aussi, je vais ajouter ça parce que c'est le grand désarroi de la plupart des étudiants qui eux-mêmes ne savent plus très bien si on les invite à rejoindre une espèce de norme nouvelle ou bien à restaurer une norme perdue. Et ils ont des intuitions, mais sans beaucoup de force pour les encourager à les développer. Finalement, c'était ça, moi, qui m'a le plus touché, en réalité, au cours de cette année, qui a été très difficile. Mais bon, ce sont des difficultés, donc franchement, dans une vie, il ne faut pas s'en plaindre, hein, c'est rien du tout. Merci beaucoup. Alors, Denis Favier, quelles sont vos attentes, justement, peut-être vis-à-vis de l'État, d'une meilleure coopération avec les services? Je crois que la coopération se déroule au mieux avec les services, et notre demande, elle n'est pas orientée vis-à-vis à l'endroit des fonctionnaires qui répondent toujours présents quand on les sollicite. La véritable attente, c'est celle de l'évolution du cadre normatif, législatif ou réglementaire. Et je pense que là, franchement, on l'a évoqué tout à l'heure avec Stéphane Bouillon, c'est là qu'on doit situer notre action, et je pense que Cédric l'a très bien compris. Et c'est là qu'il faut qu'on adapte notre dispositif à la menace, enfin qu'on soit toujours en train de courir après une menace qui évolue à une vitesse grand V,
et qui nous met vraiment en difficulté. C'est valable pour le criblage, c'est valable pour les pénétrations sur les sites d'importance vitale, c'est valable pour tout ce qui est biométrie. Et donc là, il faut qu'on ait un peu d'anticipation et que le dispositif réglementaire évolue beaucoup plus vite qu'il ne le fait aujourd'hui. Merci bien. Alors, je vous propose bien de prendre quelques questions dans la salle. Alors, ça y est, je vous ai vu. Vous avez pris une feuille blanche dans le fond. Comme ça, je vous ai bien vu cette fois-ci. Allez-y. Merci. Je prends une feuille blanche parce que je suis dans un coin mal éclairé. Et Oui, on en a. C'était une blague entre nous, hein, je précise. Hein, il n'y avait pas de. Allez-y. Oui, bonjour. Je suis le général Aboutiam, le général de 2e section, général de division de 2e section à Aboutiam. Je viens du Sénégal, donc de l'Afrique, donc du Sahel. J'ai été, je ne peux pas dire tristement surpris de savoir que l'Afrique soit exclue au niveau de ces forums si importants dans le cadre de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Personne n'en a parlé, sauf peut-être l'ancien DGPN, malheureusement dans des tristes exemples du Mozambique. Depuis ce matin, nous sommes en train de parler, mais malgré du monde, de l'Asie, du Liban, Israël, etc., etc. Mais l'Afrique est occultée et ça ne pouvait pas passer sous silence pour nous autres Africains qui ne cesseront de jamais de penser que le partenariat entre vous et nous est un besoin impérieux. Sur les menaces que subit du moins l'entreprise Total, je voudrais juste poser la question à l'ancien DGPN de savoir s'ils ont essayé, autant que faire se peut, de savoir les raisons. Ce qui se passe au Mozambique se passe, je ne le savais pas aussi en France, mais se passe aussi dans la plupart des pays africains. À chaque fois qu'il y a des manifestations, ce sont les emprises de Total qui sont visées. Et pourtant, dans ma prime jeunesse, l'une des entreprises qui m'a le plus marqué parce qu'elle était visible de partout, c'était les stations d'essence Total. Donc, si ce n'est pas la plus vieille entreprise française en Afrique, elle fait partie quand même des plus vieilles et elle brille aussi par sa résilience. Est-ce que c'est votre question? Parce que comme le temps file un peu, est-ce que vous avez une question pour Denis Favier? Non, j'ai une question à l'ancien DGPN. Alors, c'est du GIGN. GIGN, oui. Oui, c'est ça. Alors, il va vous répondre? Pas de souci. Merci beaucoup. À l'ancien DGGN, c'est ça? Non, moi, je peux essayer de répondre ou en tout cas d'essayer d'apaiser vos inquiétudes. Évidemment, dans une entreprise comme la mienne, l'Afrique est au cœur de nos préoccupations et de nos sujets quotidiens. Nous sommes présents dans une 30aine de pays d'Afrique, et si je ne l'ai pas évoqué, vous l'avez compris, c'est parce que ça tombe sous le sens. Nous avons des difficultés en Afrique aujourd'hui, qui sont aussi vos difficultés. Nous avons, nous, Total Energy, quitté tous les pays du Sahel, parce qu'il n'est plus possible pour nous d'y travailler dans des conditions de sécurité, qui soient des conditions sérieuses de sécurité. Et c'est un problème pour vous avant tout, c'est aussi un problème pour nous. Nous avons fermé nos filiales de distribution dans les 5 pays du Sahel, Mauritanie, Tchad, Burkina, Niger, Mali. Nous avons aussi fermé nos filiales en Centrafrique parce que nos personnels ne peuvent plus travailler en sécurité, sous le coup de la menace terroriste. Et c'est Boko Haram qui nous déstabilise dans cette région. Et bien sûr, nous sommes très soucieux des préoccupations que vous exprimez, et nous essayons dans d'autres pays plutôt orientés vers l'exploration, de développer avec vous des partenariats qui sont solides. Ça concerne le Nigeria, ça concerne l'Angola, le Mozambique, demain la Namibie, et l'Ouganda, la Tanzanie, etc. Et donc on est bien dans cette logique de pouvoir développer avec vous, chaque fois que c'est possible, un partenariat solide. Mais effectivement, aujourd'hui, l'Afrique est sous des coups très sévères. Et moi, j'observe en Afrique une évolution très nette dans les années qui viennent de s'écouler. J'observe la présence de Wagner en Afrique, je les ai vus en Centrafrique. Je les ai vus en Libye également, où ils ont des bases prépositionnées, en mesure de taper sur les pays du Sahel. C'est une affaire qui nous concerne collectivement, et vous avez bien fait de l'évoquer. Nous sommes sur ce sujet-là. C'est un sujet de préoccupation.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, il y a également une question sur l'application. Comment les organisations publiques et privées peuvent justement se servir de ce nouveau paradigme que sont les réseaux sociaux, vous évoquiez TikTok, mais pas seulement, au service de la sûreté des biens et des personnes? Est-ce qu'à l'opposé, vous pensez que l'on peut se servir aussi de ces réseaux sociaux comme un moyen, par exemple? Sur une réponse, c'est pas la réponse. Il y a un aspect très technique que je maîtrise pas, mais il y a quelque chose qu'il faut faire absolument, et vous êtes tous témoins de ça dans vos foyers. Il y a quelque chose qu'il faut faire absolument, qui est une formation des nouvelles générations en particulier, à la dangerosité de l'usage. Je parle même pas de ce que, du lien avec telle ou telle interface, mais je parle de l'effet cognitif, de l'effet sur le cerveau, de l'effet sur l'attention, de l'effet sur l'intelligence. C'est une vraie... je ne sais pas s'il faut être parano ou... c'était quoi l'autre de votre famille Naïf. Naïf. C'est pas naïf en tout cas. C'est soit parano, soit réaliste, mais les élites occidentales avec les réseaux sociaux sont en passe de ne plus générer d'élite à venir. Il y a des effets extrêmement... qui sont connus maintenant. Ils ne sont pas malheureusement suffisamment partagés avec les familles. Les effets de déconstruction des capacités à apprendre. Et donc, s'il y a une première façon, je dirais, de répondre à votre question, parce que d'autres aspects, je ne suis pas compétent, c'est sans doute que l'État, les écoles, les universités, les familles, les amis, enfin, tous ceux qui peuvent le faire, se charge de mettre en garde et de donner aussi quelques clés simples sur le temps que l'on consacre. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile. J'en fais aussi l'expérience. On connaît tout ça. C'est très, très difficile. Mais c'est cette difficulté-là qu'il va falloir surmonter aussi. On ne pourra pas imaginer des réseaux sociaux vertueux. Je ne sais pas si ça existera. Donc, il y a cette dimension de prévention. Après, sur l'outil en lui-même, j'imagine, Denis Favier, que vous faites une veille active sur les réseaux sociaux en termes de prévention. C'est aussi un outil, mais est-ce que vous pouvez l'utiliser aussi Je pense qu'on n'en tire pas le meilleur usage. On est assez passif, en fin de compte. On assure une veille, évidemment, des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, transitent des tas d'informations qui permettent une mobilisation rapide. Et je pense que nous, on est trop passif par rapport à cette veille. On n'est pas capable de l'analyser pour anticiper. Donc on a un travail en cours sur ce sujet-là. On est encore moins capable de faire de la contre-information. Mais il va falloir qu'un jour on y passe aussi. Et pour l'instant, on ne le fait pas encore. Peut-être avec un peu d'intelligence artificielle aussi, certainement. Céline Berton, sur ce sujet, vous utilisez les réseaux sociaux comme veille? Et évidemment, on y travaille en tant que veille. Moi, un point d'attention que je voudrais partager simplement, c'est que l'enjeu qu'il nous faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas prendre les réseaux sociaux comme un objet unique, ni un objet authentique. Dans notre métier, on le voit avant tout comme un outil de manipulation, d'amplification artificielle, de production algorithmique, de logorée qui vise à gaver évidemment une partie du public. Donc je pense que dans l'usage qui doit en être fait, en termes de veille, ça me paraît être une évidence nécessaire sur les enjeux informationnels, réputationnels pour les sociétés. Mais dans la manière de l'appréhender, dans la manière d'y réagir, la manière de s'en servir, il ne faut pas oublier la complexité de cet objet qui est tout sauf... mais je partage au demeurant les risques que vous avez évoqués. Mais ce n'est pas seulement le risque lié à la consommation, entre guillemets, de réseaux honnêtes. On a un enjeu de manipulation, de construction, de déstabilisation. Enfin, c'est aussi tout ça, les réseaux sociaux. Singulièrement TikTok. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être la dernière dans la salle? Ou alors je vois votre main se lever et nous allons donc terminer avec vous. Merci. Ma question, ce serait pour revenir sur ce qu'a dit Dominique Seigné. Est-ce qu'un des enjeux, c'est pas en fait la souveraineté de l'imaginaire des populations?
Parce que notre problème, on parle des réseaux sociaux, mais c'est que les Européens n'ont pas leurs propres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est tributaire des algorithmes qu'ont les États-Unis, qu'ont les Chinois avec TikTok, et que nous, pour l'instant, on prie pour qu'il y ait une modération de leur part, mais ils suivent leurs intérêts. Et notamment, les Chinois, ils ont un double TikTok pour leur population et pour nous. Et leur TikTok à eux vise à une excellence pour leur population. Et il y a le TikTok pour nous qui est une machine d'abrutissement qui fonctionne à plein effet. Merci. Ça permet d'ailleurs, votre question, monsieur, de rappeler, parce que je ne l'ai pas encore fait pour ma part et ce serait injuste de ne pas le faire, il y a des efforts au niveau de l'Union européenne qui ont été menés, qui ne vous ont pas échappé, notamment le DSA, qui est une piste. Voilà. Deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il faut certainement que penser à nos intérêts, puisque l'autre ne pensera pas à nos intérêts. Ça, c'est certain, mais c'est une remarque que je crois importante, ça, parce que nous avons une espèce d'esprit irénique qui fait que nous voulons tellement, je relise un tout petit peu ici, sauver la planète, que nous imaginons que la planète est sensible à nous. Selon la grande vérité historique, chaque entité politique pense à ses intérêts, et voilà. Donc ici, c'est des choses que l'on sait, parce que l'entreprise vit aussi comme ça. Mais dans le monde social, c'est quelque chose qui est considéré comme désagréable à entendre, et que même on peut estimer comme faux. Donc, moi, je dirais qu'il nous faudrait bien sûr avoir un équipement alternatif. Mais comme vous le savez, ça sera ma seule remarque là, et j'arrête là. Pour avoir un réseau social européen, il faut pouvoir utiliser les données comme le font les grands producteurs de réseaux sociaux, principalement américains, chinois aussi. Et là, nous avons des normes par lesquelles, et je ne dis pas que c'est faux, que c'est mauvais, hein, mais nous avons des normes par lesquelles nous interdisons l'usage des données qui est pratiqué ailleurs et qui rend possible ces réseaux sociaux. Donc il faut qu'on fasse aussi des choix sur les normes que l'on veut préserver et celles qu'il faut faire évoluer pour te donner plus de puissance et défendre avec plus de force nos intérêts dans un monde compliqué. Merci beaucoup. Peut-être un dernier message auprès des directeurs de sûreté qui sont dans la salle. Céline Berton, est-ce que vous avez des attentes également de Denis Favier vis-à-vis d'eux Alors moi, des attentes, non. En tout cas, rappelez que nous sommes à votre disposition. On publie, et je vous invite à le consulter, un flash ingérence tous les mois qui a vocation à participer justement à cette sensibilisation aux phénomènes que nous pouvons rencontrer. Et on essaye au maximum de l'illustrer dans la limite de ce qu'on peut rendre public, évidemment, en anonymisant à chaque fois que possible, mais par des cas concrets qui illustrent la manière dont vous pouvez être la cible d'atteinte portée par des acteurs ou États étrangers pour que, entre guillemets, chacun se sente concerné. Voilà, dans cet espace entre la naïveté et la paranoïa, on essaye de contribuer à cette conscientisation. Merci bien, Denis Favier. Moi, je n'ai pas d'attente particulière, évidemment. Je voudrais simplement insister sur le fait d'avoir une action collective. Et je considère que le CDSE rénové dans la structure qu'il porte aujourd'hui est capable de porter cette action collective pour faire connaître les préoccupations que rencontrent tous les directeurs de sûreté, qu'ils soient dans une entreprise de taille intermédiaire ou dans une plus haute entreprise, et donc de faire remonter nos préoccupations, parce que ce sont des préoccupations réelles qui peuvent toucher à l'activité économique de notre pays aux questions de souveraineté. Et donc, les sujets que l'on porte sont des sujets sensibles. Et je pense que le CDSE est le bon lieu de recueil de toutes ces préoccupations et d'expression de celles-ci vers les organes, notamment régaliens. Voilà un peu l'attente qu'on pourrait donner pour conclure. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette table ronde et nos échanges. Merci à vous.